Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Amazon a fractionné ses actions en date d'aujourd'hui et tout le monde se pose la question à savoir est-ce qu'au prix actuel, Amazon pourrait représenter une opportunité d'investissement. D'accord? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, un split, c'est quoi? Donc, Amazon, ici aujourd'hui, a splitté ses actions. Pour chaque action détenue, maintenant, vous avez 20 actions. Donc, généralement, tout le monde essaie de savoir, mais pourquoi est-ce que le split crée de la valeur? Alors, je vous dirais non. D'accord? Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez une pointe de pizza qui vaut 2 dollars. D'accord? Après le fractionnement de cette pointe de pizza-là, maintenant, on vous dit que pour chaque pointe de pizza que vous avez, vous en aurez deux. Et chaque pointe, maintenant, sur chaque pointe de pizza, au lieu de valoir 2 dollars, va valoir 1 dollar. Donc, à la fin de la journée, vous aurez toujours dépensé 2 dollars pour acheter votre pointe de pizza qui est maintenant fractionnée en deux pour chaque pointe de 1 dollar, 1 dollar. C'est à peu près ça le split et rien d'autre. Donc ça ne crée pas de la valeur. Parce que la valeur de l'entreprise dépend de la capacité de l'entreprise à pouvoir générer des flux de trésorerie libre. Ce qui veut dire que si on va par exemple sur l'action Amazon qui vaut aujourd'hui, je ne dis aux alentours de 126 dollars l'action, tout en sachant que entre temps aujourd'hui on en de prendre à peu près 3,5%. Donc les gens sont un tout petit peu très excités par rapport au fractionnement de l'action de Amazon. Donc ici on a 126 dollars. Vu qu'on a fait un split de 20 pour 1, donc c'est-à-dire que pour chaque action détenue ici aujourd'hui, avant on en avait une seule. Donc ça veut dire que avant, avec une action à 2520 dollars, aujourd'hui on a 20 actions à 126 dollars. Donc à la fin de la journée, qu'est-ce qui change? C'est juste le prix de notre action qui change. Donc maintenant, on en aura 20 pour 126 au lieu d'une seule à 2520. Donc, est-ce que la capitalisation boursière de l'entreprise a changé? Non, pas du tout. Elle n'a pas été multipliée par 20 ni divisée par 20. Vous voyez ce que je veux dire? La valeur, entre parenthèses, ne change pas. D'accord? Mais à quoi ça sert le split? En fait, le split est simple. Le stock split sert uniquement à augmenter la volatilité d'une entreprise. Donc, quand vous remarquez Amazon ici aujourd'hui, avant on était à 2500 dollars. Imaginez déjà que 100 dollars, c'est une barrière psychologique. Parce que prenez l'exemple, quand vous allez dans les supermarchés, vous allez toujours voir les prix à 9,99 ou bien à 99 dollars ou 99 euros. Donc, pourquoi? Parce qu'à partir de 100 dollars, psychologiquement, on a l'impression que c'est cher. J'ai bien dit on a l'impression. En bourse également, c'est la même chose. Vous allez voir une entreprise comme Amazon en date d'aujourd'hui. Enfin, avant, c'était aux alentours de 2500 dollars par là. C'était cher pour tout le monde parce que pour acheter une seule action Amazon, je devrais débourser 2500 dollars. Imaginez les petits portefeuilles. Enfin, techniquement, ça ne vaut plus, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui avec on a la possibilité d'acheter des fractions d'actions ici aujourd'hui. Mais imaginez qu'on était dans l'ancien temps, entre parenthèses, où il fallait absolument acheter une action d'Amazon pour la détenir. Donc, je devrais débourser 2500 dollars au moins pour la détenir. Imaginez que j'ai un petit portefeuille de 10 000 dollars, par exemple. Et ce portefeuille à 2500 dollars, ça représente déjà 25% de mon portefeuille. Donc, techniquement, le choix était vite fait entre prendre 25% de mon portefeuille sur Amazon ou aller acheter une autre entreprise qui pourrait représenter 5% de mon portefeuille. Aujourd'hui, avec le fractionnement d'actions, la volatilité augmente, c'est-à-dire que maintenant, avec mon 2500 dollars, je peux m'offrir 20 actions d'Amazon, par exemple. D'accord? Donc, est-ce que je vais choisir d'acheter 20 actions d'Amazon? Non, je vais plutôt prendre à peu près aux alentours de 5% de mon portefeuille. Si je garde Amazon aux alentours de 5% de mon portefeuille, c'est hypothétique bien sûr. Donc je vais investir 500 dollars, donc ça me permet d'acheter aux alentours de 3 actions par là. D'accord? Donc aujourd'hui, j'ai les moyens d'acheter Amazon, donc ce qui augmente la volatilité. D'accord? C'est à ça que sert le split. Ça ne crée pas de la valeur, ça augmente la volatilité. D'accord? Donc aujourd'hui, pour pouvoir déterminer si Amazon représente une opportunité d'investissement au prix actuel, il faudrait analyser les rapports financiers, d'accord, les états financiers. Donc, premièrement, vous devez savoir ce que fait Amazon exactement. Amazon, ce n'est pas juste la plateforme d'échange. Il y a également la partie cloud, il y a également le streaming, il y a également la musique. Amazon, c'est vraiment un fourre-tout pour le commerce au détail. Ils vendent tout et n'importe quoi. Enfin, je dis tout et n'importe quoi entre parenthèses. Mais surtout, Amazon également fait dans la pub. Est-ce que vous savez que quand vous allez sur le site web d'Amazon, on vous fait de la pub, vous allez voir vous allez voir de la pub sur Amazon. Donc, c'est également un concurrent à Google, comme un concurrent à Facebook. Donc, c'est une entreprise qui fait à peu près tout. Et c'est une entreprise extraordinaire. D'accord? Donc, une fois qu'on sait que le split, techniquement, ne crée pas de valeur, d'accord, on va aller déterminer en date d'aujourd'hui, est-ce que Amazon représente donc une opportunité d'investissement? Et pour ce faire, d'accord, pour pouvoir déterminer cela, on va rechercher le revenu, la croissance moyenne des revenus,
la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow moyen, et on va déterminer si, en date d'aujourd'hui, Amazon a un dividende qualitatif, si dividende il y a, d'accord? Pendant que je parle, vous remarquez que le marché s'excite beaucoup, 4%, Amazon prend 4% aujourd'hui, extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'action est sous-évaluée. Vous voyez, le biais psychologique, d'accord? Donc, on va sur Amazon directement. Donc, nous, on étudie les chiffres ici. On ne va pas aller regarder le split ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Si une action vaut quelque chose, on va le voir dans les rapports financiers. Donc, on regarde ici la stabilité ou la croissance des revenus. Croissance des revenus extraordinaire. Est-ce que j'ai besoin de parler? Amazon, ici, vous voyez que sur les 10 dernières années, on a une croissance des revenus à peu près de 25%. Sur le trimestre précédent, c'est 7%. Donc, également, on a connu une croissance extraordinaire en 2020 par rapport au Covid, mais avant 2020, on était déjà à plus de 27% sur les 10 dernières années, 25% sur les 5 dernières années, 27% sur les 3 dernières années. Donc, c'est une entreprise qui est croissante à souhait. D'accord? Maintenant, il faut déterminer est-ce que cette croissance-là est durable dans le futur? C'est ce qui nous intéresse. Donc, si je viens dire ici qu'Amazon, la croissance d'Amazon sera de 40% sur les 5 prochaines années, je prends toujours 5 prochaines années. Pourquoi on me demande souvent pourquoi tu prends 5 années? Parce que techniquement, c'est le temps qu'il faut pour une entreprise afin que la valeur et le prix puissent s'égaliser. D'accord? Donc, c'est généralement si je prends sur 5 ans. Donc, il y a des études qui le prouvent comme ça. Je ne l'ai juste pas ici sous les yeux. Mais c'est pour ça que je parle toujours de 5 ans. J'aurais pu parler de 2 ans, 3 ans ou bien sans croissance du tout. Donc, ici, pour la croissance d'Amazon, sachez que la croissance tend également à diminuer. Donc, on va prendre une croissance de 20%. Et on ne se base juste pas sur une croissance de 20% dans le vide. Il faut lire les rapports financiers. Quelle est la taille du marché d'Amazon par rapport à ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils auront une croissance de 20% ou bien peut-être de 15%? Donc, ici, en me basant uniquement sur les chiffres, je peux dire 20% alors que le management pense qu'on sera à 10%, 15%. D'où l'importance de lire les rapports financiers. Ici, je vous donne juste des matières à réflexion. D'accord? Donc, je peux également me tromper au niveau de la croissance, mais dans tous les cas de figure, vous constatez ici qu'Amazon est une compagnie de croissance. Je peux prendre plusieurs croissances et essayer de déterminer laquelle, laquelle pourrait correspondre à Amazon, mais je dois lire les rapports financiers. Donc ici, on va prendre 20%. Vous constatez qu'on est optimiste. D'accord? Donc, au niveau du revenu d'Amazon, on a un revenu ici actuel par rapport aux 12 derniers mois. Ici, on est à 477 milliards. En date d'aujourd'hui, on est à 470 milliards. On va prendre à partir de décembre 2021, on est à 470 milliards. Donc, c'est 469,822. D'accord? Donc, c'est 469 milliards 822 millions. Donc, c'est déjà énorme. Donc, on va prendre ici 470 milliards. Je vais arrondir. D'accord? Ça, c'est notre revenu. D'accord? Donc, ici, normalement, je dois étudier également les marges, la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? Les entreprises extraordinaires gardent les marges brutes stables ou permettent à ce que les marges soient croissantes dans le temps. Vous constatez quoi sur Amazon? La marge brute est croissante. Ça veut dire que l'entreprise a de plus en plus de pricing power. D'accord? C'est-à-dire que l'entreprise devient de plus en plus rentable. Quand la marge brute est croissante ici, je peux le mettre ici sur ce tableau si vous allez pouvoir mieux voir la croissance de la marge brute ici. Donc, c'est un élément déterminant généralement dans une compagnie de croissance, donc généralement qui fait également dans le commerce et détail. Donc, ici, on a bien l'entreprise Amazon. Je mets ici ma marge brute, je mets mon histogramme. Vous constatez que, boum, la marge brute ici est croissante. Donc, ici, il parle d'une marge brute à peu près de 40%. Je pense que techniquement, il y a une erreur ici à la fin de la journée. Il faudra aller vérifier ceci. Donc, si je me base par rapport à ce que mon d'où l'importance de généralement avoir plusieurs éléments sur lesquels on peut s'accrocher. Donc ici, la marge brute d'Amazon, c'est 10%, 13% par là en date d'aujourd'hui, et elle est croissante. C'est bien visible ici, vous pouvez le voir à l'œil nu. Également, quand vous regardez la marge brute, c'est bien d'avoir une marge brute qui est croissante, mais la marge opérationnelle, est-ce qu'elle est croissante? Vous constatez également que la marge opérationnelle est croissante. Donc, on aime ça. Donc, ici, à partir de ce moment-ci, on sait que la marge brute est croissante, on sait que les revenus sont croissants. Maintenant, on doit déterminer quelle est notre dette nette. Donc, généralement, avant d'arriver sur la dette nette, on va d'abord passer par la marge EBITDA. Est-ce que cette marge EBITDA-là est stable également ou croissante? Donc, on voit ici que la marge EBITDA est à peu près croissante sur les dernières années. Donc, vous constatez qu'ici, on quitte à peu près sur 9% pour aller aux alentours de 15%. Donc, ça va dans le même sens que la marge brute, d'accord? Donc, c'est l'information dont nous avons besoin ici. Donc, maintenant, généralement, au niveau de la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce que généralement ça vous donne pour essayer d'évaluer la qualité même de l'endettement de l'entreprise ici? Donc, je vais aller sur ratio. Donc, je prends le ratio dette nette sur EBITDA pour déterminer, voilà, on recherche un ratio dette nette sur EBITDA inférieur ou égal à 5. Donc,
ça nous donne ceci. Donc, le ratio nous donne 0,64. Donc, à partir au mois de décembre 2021, peut-être que c'est moins élevé ici aujourd'hui. Donc, l'entreprise n'a presque pas de dette. Donc, l'entreprise n'est presque pas endettée du tout. Également, vous pouvez retrouver la marge nette ici, enfin pas la marge nette, mais la dette nette ici en passant par ceci. Donc, généralement, vous pouvez faire le ratio valeur d'entreprise qui est de 1 trillion 140 milliards, donc 1,140, donc 1,14 trillion, on va le dire comme ça. Donc, moins 1,09 trillion, d'accord? Ça vous donne ici à peu près, quand je dis trillion, donc tout est en milliards, ça donne à peu près une dette nette aux alentours de 5 milliards par là. Donc, on va également vérifier ici sur notre logiciel, est-ce que la dette nette est à ce niveau-là? Donc, je prends balance sheet. Alors, je vais ici, je mets total net dette. Donc, la dette nette ici, voilà. Est-ce qu'on a une dette nette? Est-ce que c'est bien ça? Alors, ici, la dette nette me donne un chiffre très, 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 très élevé. Donc, on va essayer de vérifier. Est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait une erreur plutôt? Donc, je reviens ici sur Amazon. Avec tous ces changements, il peut y avoir une certaine variation. Donc, attention. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, Amazon, je fais 1,09. Donc, ça fait 1,140. Donc, d'accord, 1 trillion et poussière. Donc, moins 1,090. OK. Oui, 50 milliards. Donc, c'est moi je me suis trompé. Donc, c'est 50 milliards la dette d'Amazon. La dette nette. Je vais mettre dette nette à 50 milliards. On ne va pas se casser la tête ici. De toute façon, 50 milliards, c'est presque rien du tout pour une entreprise pareille. Et ce qui est intéressant sur une entreprise en croissance, c'est, voilà, c'est une entreprise qui doit, avant d'investir dans une entreprise en croissance, il faut vérifier si elle s'autofinance. Et vous pouvez constater ici, Amazon s'autofinance depuis plusieurs années. Donc, dépenses en operating cash flow moins capital expenditure égale free cash flow. Donc, les free cash flow doivent être au moins égal à 0 si ce n'est positif. Et Amazon s'autofinance depuis bien longtemps. Vous constatez ici que Amazon a investi près de 61 milliards l'année précédente, alors qu'elle a à peu près un bénéfice net de 33 milliards. Il faut vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on a une dépense de 61 milliards en termes de dépenses en capital? C'est très important. Est-ce que c'est parce qu'on a investi massivement dans les infrastructures, donc c'est temporaire? Donc, au niveau de la dépense en capital, il faut se poser la question, est-ce que c'est la dépense en capital de croissance plus la maintenance, ou bien c'est la dépense en capital uniquement pour la maintenance? D'accord? C'est très important. Donc, ici, on peut voir qu'Amazon s'autofinance, c'est le plus important. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances qu'ils émettent de nouvelles actions. Même si, quand vous regardez sur les 10 dernières années, ils ont quand même émis de nouvelles actions, mais il faut prendre en considération que Amazon distribue également des actions à certains de ses employés. Donc, ça peut également être la raison pour laquelle on a un nombre une croissance au niveau de nombre d'actions, mais je n'aime pas ça. Donc, en date d'aujourd'hui, vu qu'il y a eu un split, avant Amazon avait aux alentours de 500 millions d'actions. En date d'aujourd'hui, vu qu'il y a le split, ça veut dire que les 500 millions d'actions, au lieu d'en avoir 500, vous avez à peu près 10 milliards. Donc, en faisant 500 multiplié par 20, exactement, ça vous donne 10 milliards 180 en termes de nombre d'actions. Donc, on fait ici, nombre d'actions, c'est 10 milliards 180 millions. OK? Voilà. Donc, le PER moyen. Amazon est une compagnie de croissance. Donc, je ne vais pas me casser la tête pour ça. Je vais être très optimiste. Je vais vraiment être très optimiste parce que normalement, avec la période actuelle, j'aurais pris 25 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices. Mais je vais prendre 25 fois les bénéfices. D'accord? Elle fait plusieurs choses. Amazon c'est une entreprise tellement bien gérée et qui présentement investit massivement pour la croissance au point où les marges nettes d'Amazon il y a une obstruction sur les marges nettes d'Amazon. Parce que AWS, donc le système de cloud d'Amazon, fonctionne très bien. Ils sont très, très rentables. Mais la partie commerce en ligne entre parenthèses, s'autofinance. On va le dire comme ça. Donc, ils ne perdent pas beaucoup d'argent à ce niveau-là. Et ça, c'est volontaire. Parce qu'ils font tout pour donner l'impression au public que vous pouvez trouver les meilleurs prix sur Amazon. Quand on vous envoie vos produits sans payer un frais supplémentaire pour le transport. Donc, vous êtes bien content de les recevoir. Donc, Amazon offre de la valeur présentement aux consommateurs. Par exemple, en payant Amazon Prime aux alentours de $100, 120 € par an, vous avez la livraison gratuite, vous avez droit au service de streaming, vous avez droit au service de streaming, que ce soit vidéo, comme la musique également. Donc, tout ça à $120 l'année. Je ne sais pas si c'est augmenté dans certains pays, mais si vous prenez tous ces services-là, par exemple, uniquement pour le service de musique et le service de vidéo à la demande, c'est $10 juste pour ces deux-là.
c'est Spotify et Netflix réunis, ça ne vous coûte pas 10 dollars, c'est au moins une trentaine ou une quarantaine de dollars par là. Donc Amazon offre de la valeur. C'est vrai que vous n'allez pas retrouver la même qualité en termes de films, etc., mais il vous offre de la valeur. D'accord? Ce qui est sûr aujourd'hui, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez écouter de la musique. Vous n'aurez peut-être pas tous les meilleurs sons, les derniers sons disponibles, mais bon, moi personnellement, j'aime le jazz. Donc, moi, ça me va. Donc, je vais toujours trouver un son de jazz qui va me plaire sur Amazon. Et après, si vous voulez plus, vous pouvez payer Amazon Unlimited pour la musique. Donc, Amazon offre de la valeur présentement. D'accord? Donc, on continue. Ça, c'était juste une parenthèse pour pouvoir déterminer la qualité même d'Amazon. C'est pour ça que ne vous limitez pas juste aux chiffres. Allez lire. C'est un mastodonte. La seule chose qui me fait peur sur Amazon, c'est qu'elle soit tellement grosse qu'elle soit obligée, que le gouvernement américain soit obligé de la démanteler parce que l'entreprise sera trop puissante. Elle est trop puissante même d'ailleurs aujourd'hui. Par exemple, Amazon, si vous vendez sur Amazon, elle peut savoir quel est le produit qui fonctionne très bien afin de venir vous faire concurrence directement. D'accord? Ils ont les données également. Donc, faites très, très attention. Amazon, c'est une entreprise qui a le potentiel d'être extrêmement rentable. D'accord? Donc, on va maintenant, une fois qu'on a le revenu, la croissance, la dette nette, le nombre d'actions, nos PER moyens, on va chercher les free cash flow. Et évidemment, à partir de cette période-ci, c'est là où le bas blesse. Beaucoup, quand vous allez remarquer ici, Amazon a des free cash flow, voilà. Quand je dis le bas blesse, pourquoi je raconte beaucoup de merde comme ça? Excusez-moi, entre parenthèses. Donc, Amazon a des free cash flow positifs. Si vous regardez sur les 10 dernières années, combien on a eu des années positives sur 9 dernières années. 6% ici, 7% ici, 7% là, 3% là, 7%, 7%. Donc vous constatez que les free cash flow en moyenne sont de 7%. La marge des free cash flow est de 7% par là. Et encore, cette marge-là est croissante parce que les marges brutes vont continuer à croître. Si les marges brutes continuent à croître, il y aura une croissance des marges EBITDA, et une croissance des marges de free cash flow. Donc, ici, je peux déjà voir que je vais prendre 7% en termes de free cash flow. Ça peut être que plus dans le futur. Donc ici, au niveau des marges nettes, vous allez vous rendre compte que la marge nette est généralement inférieure à la marge de free cash flow. Et ça, c'est parce que Amazon, voilà, il y a de la dépréciation en capital. Donc généralement, la dépréciation des actifs, des infrastructures, c'est une charge non financière. Donc techniquement, quand vous allez calculer cela, voilà, ça veut dire que le bénéfice net sera moins élevé, mais le free cash flow sera plus élevé parce qu'à la fin de la journée, l'entreprise n'a pas perdu d'argent ou bien n'a pas investi de l'argent pour maintenir les infrastructures au même niveau. Par exemple, si la dépréciation, c'est 10 milliards, on a peut-être dépensé 2 milliards pour pouvoir maintenir ces infrastructures-là. Ça nous permet de moins payer en termes de taxes, d'accord, en faisant une dépréciation pareille. Donc, dans tous les cas de figure, c'est pour ça que le free cash flow doit être comparé. Ça, c'est un peu, voilà, c'est un exemple vite fait. Donc, si vous voulez approfondir, je vous ai donné un livre dernièrement qu'on appelle Creative Cash Flow. Donc, c'était un livre sur comment pouvoir déterminer le cash flow, enfin, comment être un expert au niveau du cash flow d'une entreprise, donc pour pouvoir lire les rapports financiers. Donc cette entreprise, ce livre aussi est extraordinaire. Creative Cash Flow vous montre comment vous pouvez déterminer la performance durable d'une entreprise, d'accord, par rapport à ces cash flows. Donc, on revient ici sur Amazon. On va faire les choses entre parenthèses bêtement. Donc ici, Amazon, j'ai déterminé que c'est 7% en termes de marge nette. Donc, je vais également voir les analystes, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport au free cash flow dans les années à venir? Donc, on va sortir la calculatrice, d'accord, parce que ça sera un tout petit peu différent de ce qu'on a ici d'habitude, parce que les analystes sur cette plateforme-ci, il n'y a pas de résultat par rapport au free cash flow en pourcentage. Donc, ici, on va devoir faire des divisions, d'accord? Donc, show label, on va mettre ça ici, et on va mettre ça ici, voilà. Donc, on est en 2000, admettons qu'en décembre 2022, d'accord, les analystes pensent qu'on aura un revenu de 525 milliards et des free cash flow de à peu près aux alentours de 14 milliards. Donc, ça veut dire que si on a 525 milliards divisé par... Non, excusez-moi. Donc, on prend 14 milliards divisé par 525 milliards, on est aux alentours de 2,66%. Donc, les analystes pensent que les free cash flow seront moins élevés. Mais attention, vous constatez une chose, les free cash flow étaient aux alentours de 30 milliards en 2020, moins 14 milliards en 2021, 14 milliards ici en 2022. Ça veut dire que l'entreprise est en train d'investir massivement, d'accord, à ce niveau-ci. Donc, pour avoir les free cash flow même de l'entreprise, on va prendre aux alentours de... En 2020, ici, on avait 31 milliards en termes de free cash flow. Donc, si on prend 31 milliards divisé par le revenu qu'on avait en 2020, qui est de 386 milliards, tout en espérant que c'est... Voilà, exactement. Ça donne 8% par là. Donc, les analystes pensent que d'ici 2026,
l'entreprise aura à peu près 890 milliards en termes de revenus, d'accord, et 105 milliards en termes de free cash flow. Qu'est-ce que ça donne ici en termes de marge? Ça nous donne aux alentours de 11%, 12% par là, 11,79. Donc les analystes pensent que les marges seront même aux alentours de 10%. D'accord? Et le revenu sera de 890 milliards. Actuellement, on a un revenu de combien? Sur Amazon, on a un revenu de 470 milliards. Donc, si on prend ici, d'accord? On va prendre notre calculatrice. 890 milliards ici, divisé par 470 milliards. Donc, divisé par 470 milliards ici, exposant 0,2, donc croissance sur les 5 prochaines années, ça donne ici 13%. D'accord? Donc, les analystes pensent qu'il y aura une croissance plutôt des revenus de 13% sur les 5 prochaines années. OK. Donc, les analystes sont plus conservateurs que nous. J'aime ça. Ce qui veut dire que je vais également m'aligner par rapport à ce que les analystes pensent. D'accord? Parce que si j'avais gardé le 1,20% ici, donc le 20% de croissance sur les 5 prochaines années, j'aurais dû multiplier le revenu actuel par 2,5, ce qui nous aurait donné un revenu à peu près de 1 trillion, de plus d'1 trillion, 1 trillion 169 milliards. Je ne sais même pas comment on lit ça, merde. Tellement je n'ai pas l'habitude de lire les trillions que voilà, je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc, c'est 1,169 trillions en termes de revenus. Est-ce que c'est possible? Oui, mais ça, c'est avec une croissance de 20%, d'où l'importance généralement de lire les rapports financiers. Peut-être que dans les rapports financiers, le management pense que la croissance va ralentir parce que la taille du marché ne fait que diminuer, parce que Amazon prend de plus en plus de taille de part du marché, il ne reste plus énormément de croissance. Donc, on va prendre ici 10% en termes de croissance. Voilà, ça tombe bien. On prend 10%. Donc, si on a une croissance de 10%, techniquement, les analystes pensent qu'on aura plus, la croissance sera aux alentours de 13%. Donc, on va prendre 10%. Et pour le revenu, vu qu'ils pensent qu'on aura 490 milliards à cette période-là, donc on va également, 890 milliards à cette période-là, on va également prendre ce qu'ils disent, donc 890 milliards par là. OK. Voilà. Maintenant, au niveau de nos free cash flow, les analystes pensent qu'on aura 10% en termes à peu près aux alentours de, voilà, on a dit 11% en termes de free cash flow. Nous, ici, en date d'aujourd'hui, on penche pour un 7%. Donc, on va calculer pour le 7% et le 11%. D'accord? Donc, entre ce que les analystes pensent et ce que nous, on pense également par rapport à nos lectures, on essaie toujours de se protéger. Donc, tout ceci est beau. On a tous les éléments nécessaires ici pour aller chercher la valeur de l'entreprise ici, pour aller essayer d'estimer la valeur de l'entreprise ici, du moins sur le plan quantitatif. D'accord? Donc, parce que tout ce que je raconte ici doit être soutenu par des éléments qualitatif. D'accord? Donc, si c'est 7% de marge de free cash flow, je dois chercher le document qui montre que c'est 7%. Est-ce que c'est 7% parce qu'on a déjà eu l'habitude d'avoir 7% par le passé, ou est-ce que c'est 7% parce que le management pense qu'on aura 7% et également regarder au niveau de la concurrence, etc., etc. Donc, voilà les matières de réflexion. Donc, ici, on va regarder ça. Donc, ça, c'est Starbucks. Donc, on va aller sur Amazon, AMZN. Donc, AMZN, on va directement sur le Nasdaq. Donc, une fois que je clique sur le Nasdaq, j'attends que ça télécharge. On est sur Amazon directement. On va là. Donc, ici, ce n'est pas EBITDA, ce n'est pas EBITDA. Ici, je vais mettre PER, multiple de PER, et là, je vais mettre multiple de free cash flow. Donc, on a dit les PER de 25. D'accord? Je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices pour Amazon. Et encore, on aurait pu vérifier ici quels sont les PER moyens de l'entreprise. Vous allez voir que l'entreprise a l'habitude d'avoir des PER extraordinairement élevés. Donc, on va prendre ça ici. Excusez-moi, PER, voilà. OK, Normalized Price. Donc, on met ça ici. Vous constatez qu'on a déjà une première erreur ici. Donc, on va prendre ça. On va le mettre d'abord, premièrement, sur cette période-ci. Donc, avant cette grosse variation. OK. Donc, vous constatez que Amazon a déjà eu à avoir par le passé des PER de 2 en 2010 par là. Donc, 2010, le prix d'Amazon était à combien? Avec le split, bien sûr. En 2010, on avait un prix aux alentours des 6 $ à l'action. Donc, Amazon a déjà été sous-évalué une fois par le passé. Et par rapport à ces PER, donc ceux qui vous disent que non, Amazon, il n'y a pas de PER, les PER sont élevés, il faut poser la question à savoir, est-ce que les PER actuels sont les PER de l'entreprise quand elle aura atteint sa maturité? D'accord? Ça ne veut pas dire que si l'entreprise vous dit qu'on aura 20%, on aura 20% de marge bénéficiaire, alors qu'en date d'aujourd'hui, ils font 1% de marge bénéficiaire, vous allez les croire sans vous poser les bonnes questions. Donc ici, quand on prend les normalized PER ici, alors, il y a quelque chose qui est bizarre sur ce chiffre aussi, parce que ça me donne ici aux alentours de 6 fois les PER. Ah, OK. En fait, je pense que le split également a affecté les PER sur ce site-ci. Donc, normalement, je pense qu'on doit le multiplier par 20, dans le sens où ça va nous donner 60 fois les bénéfices.
je ne pense pas que les PER soient à ce niveau-ci. Donc, ce qui veut dire que ce que j'ai dit précédemment ici, oubliez-le totalement, même si je pense qu'avec la croissance des revenus, quand vous regardez par le passé, Amazon a augmenté son bénéfice par action. Donc, les actions valaient 6 dollars par le passé à cette période-là, alors qu'aujourd'hui, Amazon aujourd'hui rapporte à peu près, voilà, par rapport aux revenus, à peu près 3 dollars par action. Donc, si avant, j'ai acheté Amazon à 3 dollars, à 6 dollars, alors que les actions d'Amazon, le bénéfice net d'Amazon était aux alentours des 50 sous. En date d'aujourd'hui, ces mêmes actions que j'achète à 6 dollars me rapportent à peu près 3 dollars par action. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. Dans tous les cas de figure, le bénéfice net par action a augmenté. Donc ici, ce logiciel, s'il nous donne une mauvaise information par rapport au PER, il faut multiplier par 20. Donc, oubliez tout ce que j'ai dit précédemment. Donc, c'est ça. Les aléas du direct, c'est ça. On découvre également au même niveau. Donc, ici, je prends des PER de 25. D'accord? Je vais prendre des PER de 25. Amazon, pour moi, ne se négocie pas plus de 25 fois les bénéfices, même avec la croissance. Donc, j'ai mis ici 25, 25, 25. Donc, au niveau du revenu, on va prendre revenu état stationnaire, 470 milliards, d'accord, avec comme marge des free cash flow 7%, ça donne 32 milliards 900. Donc, 32 milliards 900. Donc, si la croissance d'Amazon s'arrête et qu'on ferme, on reste assuré un revenu de 470 milliards avec des marges de free cash flow de 7% dans les années à venir, l'entreprise ici vaut aux alentours de 1465 dollars l'action. Et vous voyez, ils n'ont pas ajusté ici avec le SPID. Donc, ici, ils disent que c'est 1465 dollars l'action. Tout ce qu'on a à faire, d'accord, 1465, on va le diviser par 20. Donc, en réalité, c'est 73 dollars l'action. D'accord? 73 dollars l'action. Attention, ce n'est pas 1000, c'est 65, c'est 73 dollars l'action parce que ce n'est pas encore ajusté par rapport au split. Vous voyez que le prix encore ici est affiché à 2447 dollars. C'est parce qu'ils mettent à jour ici leurs informations à la fin de la journée. Donc, ensuite, deuxième hypothèse, croissance des revenus, d'accord, de 10% sur les 5 prochaines années, d'accord, par rapport à ce que nous, on a estimé, même si les analystes pensent qu'on aura une croissance plus élevée, ça revient ici à multiplier ça par 1,5, ça donne ici on aura à peu près des revenus aux alentours de 756 milliards. D'abord, 757 milliards. Donc, quand vous prenez 1,1, d'accord, exposant 5, multiplié par 470 plutôt, ça vous donne ici 757 milliards en termes de bénéfices nets, en termes de revenus, 757 milliards, j'arrondis à 757 milliards. Maintenant, 7% de 757 milliards, ça vous donne combien? Ça vous donne 52 milliards 990. Donc, on va faire ici, voilà, je vais l'arrondir à 53 milliards pour faire simple. On va faire 53 milliards, d'accord? Je sais pas, ça ne change pas grand-chose. On est dans le processus d'estimation. Donc, ici, on va mettre 53 milliards pour faire simple. Donc, 53 milliards ici, d'accord? Donc, si on prend aussi l'entreprise, si on a 53 milliards en termes de free cash flow sur un revenu de 757 milliards, en prenant en considération une marge de 7% par rapport à ces revenus-là, donc ça nous donne ici 53 milliards. Mais tu veux pas 25 fois les bénéfices, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, qui est aux alentours d'une cinquantaine de milliards, mais ici c'est affiché 76 milliards par là. Donc encore une fois, ça sous-évalue cette entreprise-ci en prenant en considération cette dette nette-là. Donc la dette nette ici est surévaluée de près de 27 milliards par là. Mais ça ne dérange pas non plus. Donc à la fin de la journée, voilà, c'est à peu près 2,70 dollars par rapport au prix actuel. Donc, si on divise maintenant le prix actuel, qui est de 2453 par 20, on l'ajuste par rapport au split, 453, d'accord, divisé par 20, ça nous donne ici 122 dollars l'action. D'accord? Donc, avec une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, ce qui donne un revenu de 757 milliards, d'accord? 7% de marge bénéficiaire sur ces 757 milliards, ça donne 52 milliards 990, multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions ici, ajusté, ça vous donne ici 122 dollars et 122 dollars l'action, avec une croissance de 10% et une marge de 7%. Maintenant, les analystes pensent qu'on sera un revenu de 890 milliards d'ici 2026, selon les analystes, avec des marges de free cash flow aux alentours de 11% par là. D'accord? J'ai arrondi à 11%. Donc, si on prend 890 milliards multiplié par 11%, d'accord, ici, ça fait à peu près 98 milliards. D'accord? Donc, je mets ici 98 milliards. 98, 1, 2, 3. 98 milliards multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça fait 4665 dollars. J'ajuste ici. Donc, quand j'enlève ici, j'ajuste par rapport
au split, d'accord? Je rappelle que ici, ce n'est pas encore ajusté par rapport au split, donc on a encore 500 millions d'actions ici, alors qu'on est à 10 000 actions, à 10 milliards d'actions en date d'aujourd'hui. Donc je divise ici par 20, d'accord? Ça revient ici à 233 $ l'action. Donc 233 $ l'action. Donc, on récapitule. En état stationnaire, donc sans croissance, on a un revenu de 470 milliards, marge bénéficiaire de 7%, avec à 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici divisée par le nombre d'actions ajustées en date d'aujourd'hui. On sera à 73 $ l'action. D'accord? Si on a une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, ça revient à avoir un revenu à peu près de 757 milliards. Une marge bénéficiaire de free cash flow de 7% ici, ça revient à avoir des revenus à peu près de 52 milliards 990 qu'on a arrondi à 53 milliards, multiplié par 25 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui, enfin ajusté de la dette nette bien sûr, ça vous donne ici 122 $ l'action. D'accord? Mais maintenant, si on prend ce que pensent les analystes, 890 milliards en termes de revenus, des marges bénéficiaires de free cash flow aux alentours de 11%, d'accord? Ça nous donne ici aux alentours de 98 milliards en termes de free cash flow. D'accord? Ces free cash flow doivent multiplier par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle, d'accord? La dette nette actuelle, donc divisé par le nombre d'actions ajustées au split, ça nous donne ici 233 $ l'action. Où est-ce que je vais me situer? Alors, personnellement, je vais me situer à 25 fois les bénéfices, ici. 25 fois les bénéfices, croissance de 10% sur les 5 prochaines années, avec des marges de free cash flow de 7%, ce qui veut dire que je trouverai que la valeur d'Amazon se situe aux alentours de 122 $ l'action. Donc, pour moi, Amazon sera à 123 $ l'action. Au prix actuel, est-ce qu'on a une opportunité d'investissement? Je dirais non, mais, je dis bien mais, j'ai pris une valeur je suis très conservateur ici par rapport au prix d'Amazon. La croissance pourrait être plus élevée pendant très longtemps. D'accord? Et également, les marges pourraient être plus élevées. D'accord? De free cash flow. La dette pourrait être moins élevée. Donc, il y a des éléments qui me permettent de croire qu'il y a de bonnes chances qu'Amazon puisse avoir des marges plus élevées. Il y a de bonnes chances qu'Amazon puisse avoir un revenu plus élevé. Donc, si on va dans ce sens-là, on épouse à peu près l'avis des analystes. Et si on épouse l'avis des analystes, là, présentement, on est optimiste pour la compagnie. Donc, je dirais qu'en étant conservateur, je vais me situer à 123 $ l'action, mais il y a une possibilité qu'on aille chercher les 233 $. J'aime Amazon. Et je vous dirais, le fond de ma pensée, c'est que mon raisonnement va être biaisé parce que j'aime Amazon et je considère qu'Amazon est sous-évalué. Amazon est sous-évalué. Je pense que la croissance ici peut durer pendant très, très longtemps. Allez juste regarder la taille du commerce en ligne, du commerce au détail, regardez le pourcentage de commerce en ligne qu'Amazon détient aux États-Unis ou bien dans le monde. Évidemment, ça va tendre à baisser, mais regardez également qu'Amazon s'en va également dans d'autres compartiments où il y a de la croissance, comme dans le streaming par exemple, comme dans le système de cloud par exemple. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser qu'il y a de la croissance ici. Mais il faut lire les rapports financiers. Mon raisonnement peut être biaisé ici. Et Amazon, je tiens à mentionner que c'est une entreprise que j'aime beaucoup. D'accord? Donc, mon raisonnement sera biaisé en disant que nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Amazon. Tout prix en dessous de celui actuel, j'achèterai Amazon. Je dormirai sur mes deux oreilles. Au pire, je ne gagnerai pas d'argent. Donc, au pire, je suis en train d'acheter l'entreprise à sa juste valeur. Au mieux, je serai à 233 $, sinon plus. Maintenant, c'est uniquement des éléments de réflexion. Faites-vous votre propre avis et en conclusion, le split en lui-même ne crée pas de la valeur. Ça augmente la volatilité, c'est tout. La valeur est créée par la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie libres de plus en plus croissants dans le temps, dont des free cash flow de plus en plus croissants dans le temps. Quand vous remarquez ici Amazon, qu'est-ce qui se passe? Les free cash flow sont de plus en plus croissants dans le temps. C'est ce qui doit nous intéresser. Ce qui veut dire aujourd'hui que maintenant, on va parler du dividende. Admettons que Amazon, d'accord? Je vais prendre un exemple simple. Les prévisions des analystes se réalisent avec 98 milliards, avec un revenu de 890 milliards, une marge bénéficiaire de 11%, ce qui donne à peu près 98 milliards en termes de free cash flow. Si on prend le 98 milliards en termes de free cash flow par rapport à la capitalisation boursière actuelle, donc je vais aller ici par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 1 trillion et poussière, donc je vais mettre ici 98 milliards divisé par 98 divisé par 1,090, ça donne ici un rendement de à peu près 8,90%. Donc, si en achetant Amazon en date d'aujourd'hui, les prévisions des analystes se réalisent
et qu'Amazon vient à avoir des free cash flow de 98 milliards, elle va devoir allouer ce capital-là, soit en repayant, soit en repayant la dette, s'il y en a, soit en rachetant des actions, d'accord, soit en faisant des acquisitions, soit en investissant dans les infrastructures pour continuer à générer un peu plus de croissance, ou en distribuant un dividende. Donc, je vous dis, Amazon va finir par distribuer un dividende tôt ou tard, et ça sera un dividende aristocrate. Actuellement, vous voyez cette entreprise, franchement, il faudrait vraiment qu'un PDG extrêmement nul soit nommé à la tête de cette entreprise pour qu'elle coule. À l'état actuel des choses, ce n'est pas impossible parce qu'on a vu des entreprises comme Sears disparaître totalement. Donc, n'oubliez pas, aucune entreprise, je dis bien aucune entreprise n'est immortelle. Aucune. La seule chose que vous pouvez demander, c'est une entreprise qui a des avantages compétitifs et un dirigeant qui est consciencieux. Donc, c'est pour ça que quand vous investissez, dépendamment de l'entreprise, posez-vous les bonnes questions. Ne vous limitez pas à ce qui n'a pas d'importance, comme la croissance du dividende depuis X années. Ça n'a pas d'importance. Regardez la croissance des free cash flow depuis X années. Parce que ce qui est important, c'est que dans les free cash flow qu'on va vous distribuer ce dividende-là. Donc, si j'estime que les free cash flow par rapport à mon prix actuel seront de à peu près le rendement des free cash flow, on aura à partir de 2026, si la prévision des analystes se réalise, de 98 milliards à peu près, on aura un free cash flow à peu près rendement de free cash flow de 8,9%. Si l'entreprise vient me distribuer ce 8,9% au total, j'ai un rendement élevé. S'il me donne même la moitié, ça me donne déjà 4% en termes de rendement de free cash flow. Et ça, c'est par rapport à mon prix actuel. Si le prix diminue, admettons que les prix de Amazon ici s'échange peut-être à $60 à l'action, ça veut dire que mon rendement de free cash flow estimé double. Au lieu d'être à 8,9%, il sera peut-être à 18% par là. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir par rapport aux dividendes. Et posez-vous la question, est-ce que c'est stable? Donc, ici, aujourd'hui, Amazon, en termes de dividendes, on n'a rien à dire. Pourquoi? Parce qu'on ne distribue pas encore de dividendes en tant que tel, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas dans les années à venir. Donc, pour moi, Amazon représente une opportunité d'investissement si je me situe par rapport aux prévisions des analystes. Mais même en étant conservateur, le prix actuel est juste correct. Mais vous savez ce que ça implique. Ici, c'est juste matière à discussion. Donc ici, je vous donne juste des éléments pour pouvoir réfléchir de vous-même quand vous allez lire les rapports financiers. Mais s'il vous plaît, avant d'investir, lisez vos rapports financiers. Et parfois, je reçois des messages de certaines personnes qui me disent « Oui, mais tu avais dit que l'action ici était sous-évaluée, était surévaluée. Pourtant, le prix de l'action continue à croître. » J'ai reçu cette réflexion par rapport à ESSO. Oui. Ce qu'on recherche, le prix de l'action peut m'aller au-delà de 300%. Et la personne m'a dit que ESSO a connu 8% de croissance sur les dernières années, sur les derniers jours. Donc, selon moi, je me suis trompé dans mon analyse. Oui, je peux me tromper. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand on dit qu'on va se tromper, on ne va pas juste se baser sur le prix de l'action pour déterminer qu'on s'est trompé. On a bien vu des entreprises qui avaient $0 de revenus valoir des dizaines de milliards. Faites attention au prix de l'action. Parlez-moi de valeur et non de prix. Parlez-moi de valeur et non de prix. Donc, si vous me dites que ESSO a connu 8% de croissance sur les derniers, en termes par rapport au prix de l'action, c'est bien. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez garantir qu'au moins, par rapport au prix actuel, l'entreprise est sous-évaluée? Vous ne pouvez pas parce que les revenus sont instables. Les revenus sont instables dans cette entreprise-là. Donc, la première chose pour un investisseur, c'est de protéger le capital. Protection du capital avant même de générer avant même de générer de la performance. C'est d'abord la protection du capital. Et je protège mon capital en investissant dans des compagnies de qualité. Point. Et rien d'autre. Parce que mon capital, c'est tout ce que j'ai. Et si je perds mon capital parce que je veux jouer sur des entreprises qui sont instables, qui ont un passif instable, soi-disant, ils sont présentement, entre parenthèses, ils ont présentement le vent en poupe, donc c'est présentement du momentum. Je ne suis pas un trader, je ne réfléchis pas comme ça. Je réfléchis comme un businessman. C'est pour ça que je vous dis, les chiffres, c'est bien, mais il faut faire parler les chiffres. D'accord? Et ça, c'est bien, à la fin de la journée, ceux qui ont investi sur ESSO gagnent de l'argent présentement, mais il faut posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que c'est parce que la valeur de l'entreprise est plus élevée que ça, ou bien c'est parce que présentement, on est en période de spéculation dans les compagnies pétrolières? Et dans les compagnies pétrolières, il y a certaines même qui sont qui ont une valeur plus élevée que ESSO en date d'aujourd'hui, mais dont le prix de l'action ne bouge pas vraiment. Je parle présentement à Core Lab, ou bien je pense présentement à Schlumberger. Voilà de belles entreprises. Donc, s'il vous plaît, quand vous émettez une réflexion pareille, j'aimerais qu'on aille plus loin que le prix de l'action. C'est ce que je vais amener les gens à faire ici aujourd'hui. Sinon, il y a énormément de chaînes qui parlent d'analyse technique.
C'est là-bas qu'il faut aller faire ce genre de commentaires-là. Enfin, je ne refuse pas ce genre de commentaires. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. À la fin de la journée, on est ici pour apprendre. Donc, c'est juste un coup de gueule comme ça en passant. Donc, ça ne veut rien dire. Et je ne suis pas ici pour avoir raison. D'accord? Je peux avoir parfaitement tort. Mais ce que je vous montre ici, ce sont des éléments de réflexion. D'accord? Donc, pour pouvoir avoir de la conviction quand on investit, on lit les rapports financiers. J'ai été assez long par rapport à Amazon ici aujourd'hui. Je dirais qu'Amazon au prix actuel représente une opportunité d'investissement, mais vous savez ce que ça implique. D'accord? Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.